Vendredi 10 mars, en manchette, rappel de plusieurs millions d'automobiles de la marque Toyota après 4 décès. Un scandale d'agression sexuelle ébranle l'Université Laval. Une enquête est en cours. Et crise au sein de la FIFA, cette responsable de l'organisation soupçonnée de corruption. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Aminata Farmeau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à InfoCité. L'heure était au bilan aujourd'hui suite à 4 décès survenus avant-hier à bord d'une voiture de marque Toyota. Depuis, plusieurs millions d'automobiles ont été rappelés par l'entreprise. On en parle avec Renaud Bourbonnais. Bonsoir, Aminata. Bonsoir. Donc, Renaud, comment explique-t-on ce qui s'est passé chez Toyota? Mais du côté de Toyota, on n'a toujours pas d'explication, Aminata. En fait, puisque l'accident est survenu seulement il y a 48 heures, on a bien sûr démarré l'enquête, mais on n'a toujours pas de résultats finaux. Certainement quelques soupçons. Donc, vous allez voir plus tard dans les extraits qu'on vous a choisis, on explique qu'est-ce qu'on soupçonne de pouvoir être la raison qui a causé le décès d'une petite famille de 4 personnes dans un véhicule Toyota. Pour l'instant, il y a 8 millions d'automobiles qui ont été rappelés par les concessionnaires. On demande de faire inspecter afin de s'assurer qu'aucun d'eux n'a un défaut de fabrication. Sinon, 5 modèles différents, dont 4 de la marque Toyota et 1 de marque Lexus, qui est la marque haut de gamme de Toyota, on le sait bien. On a quelques soupçons, comme je l'ai dit. On va entendre Manu Aleyi, PDG de groupe Toyota, nous parler. Mais d'abord, Francesca Desmarais, ingénieure automobile chez Toyota, nous explique quels sont ses soupçons. Ça pourrait être les accélérateurs, l'ordinateur des véhicules ou les capteurs de vitesse installés dans chacun des modèles. Nous allons en fait commencer par instaurer des systèmes de sécurité beaucoup plus stricts, beaucoup plus rigoureux, bien sûr en garantissant à nos clients que d'éventuels événements ne se reproduiront plus. Et auprès des assureurs, ce sera la même chose. Alors, Renaud, que compte faire Toyota afin de regagner la confiance de ses consommateurs? Mais évidemment, Aminata, la confiance, le lien entre le consommateur et le concessionnaire a été très affecté. Plusieurs d'entre eux ne veulent plus conduire de voiture Toyota par peur d'avoir un accident comme celui qui s'est produit avant-hier. Du côté de Toyota, on dit qu'on va vouloir réparer ce lien-là en resserrant les normes de sécurité, en resserrant nos inspections au sein des véhicules, de chacun des véhicules qui a été rappelé. Mais, Aminata, comme je l'ai dit, ça va être très difficile pour Toyota. On voit que déjà des milliards de dollars ont été perdus à la bourse depuis, et on sait, les acheteurs ne veulent pas investir dans une compagnie à risque, et Toyota en a pris tout un avec ce qui s'est passé. Sinon, on voit que les compétiteurs sont déjà en mode attaque. Par exemple, GM, qui simplement 24 heures après l'accident, offre déjà 1 000 $ à quiconque veuille échanger son véhicule Toyota contre un véhicule GM. On offre 1 000 $ de rabais, comme je l'explique. Donc, la situation qui ne va vraiment pas bien pour Toyota, on verra s'ils arriveront à s'en sortir. Merci, Renaud. Je vous en prie. L'Université Laval est présentement sous le choc suite aux allégations d'agression sexuelle de 14 étudiants qui a été commis dans leur résidence. Une enquête est présentement en cours par les services de police de la Ville de Québec. Le reportage d'Adrienne Rousseau-Regaudy. De faire un topo sur les événements. L'Université Laval est sous le choc suite à des intrusions et agressions sexuelles survenues dans la résidence du pavillon Parent situé sur le campus. La police de Québec enquête présentement sur le dossier avec la collaboration de la direction de l'université afin d'éclaircir la situation. C'est sûr que nos stratégies s'orientent beaucoup vers de la prévention, de la sensibilisation et des mesures d'action qui seront prises une fois que le verdict de l'enquête est complètement tombé. De sécurité, du service de sécurité. La hausse d'agressions sexuelles survenue dans les établissements supérieurs dernièrement est inquiétante. Les étudiants sont préoccupés par cette situation. D'ailleurs, les étudiants étrangers se disent étonnés qu'un tel événement se reproduise dans un établissement où la sécurité devrait être une priorité. De son côté, l'Université Laval assure qu'elle fera tout en son possible afin de rassurer leurs étudiants. C'est sûr que les événements font un onde de choc. Nous sommes une université qui véhicule des valeurs de respect, d'ouverture d'esprit et d'éducation. Tout le monde a été mis en place stratégiquement pour régler la situation le plus rapidement possible, puis encadrer les victimes. On va tenter de récolter des informations.
Les membres de la haute direction tentent de gérer la situation du mieux qu'elle peut, dans le but d'éviter qu'une telle tragédie se représente. Des mesures de sécurité seront d'ailleurs mises en place afin d'assurer un milieu d'études sécuritaires et paisible. Les communications ont été prises avec les étudiants dès qu'on a su les incidents pour les rassurer, leur dire qu'il allait avoir des messages en classe, les professeurs vont parler, des gens vont faire le tour des classes pour s'assurer que tout le monde ait l'aide nécessaire, autant psychologique que l'entourage autour d'eux. Concrètement, les mesures qu'on va prendre vont être déterminées par le verdict de l'enquête et les résultats du contexte précis qui sont encore en train d'être confirmés. Donc, tant et aussi longtemps que l'enquête n'est pas terminée, on ne peut pas vraiment confirmer les mesures qu'on va prendre. Le service policier de la Ville de Québec est actuellement à la recherche d'indices pouvant avancer l'enquête. Elle rappelle à tous qu'il est important de signaler toute information concernant le dossier. Entre-temps, le sentiment d'insécurité demeure présent sur le campus. Adrienne Rousseau-Regaudi, La Cité, à Québec. La situation n'en finit plus de se détériorer au sein de la FIFA. 7 membres haut placés de l'organisation ont été arrêtés à Zurich. Le cas du président de la FIFA, Sepp Blatter, est toujours indéterminé. On fait le point avec Félix-Antoine Dastou. Alors, Félix-Antoine, que sait-on sur les arrestations et le cas de M. Blatter? Eh bien, Aminata, il y a 7 dirigeants de la FIFA qui ont été arrêtés à Zurich et qui ont été accusés par le département de la justice américaine d'avoir implanté un système de corruption au sein de l'organisation, alors un système de corruption systémique et aux racines très profondes. Les autorités suisses ont d'ailleurs lancé un raid sur le quartier général de la FIFA et ils ont obtenu des documents et des données qui seraient en lien avec d'autres enquêtes qui font notamment allusion à du blanchiment d'argent et de la négligence criminelle en ce qui a trait à l'obtention des coupes du monde de 2018 et de 2022. Pour ce qui est du président Sepp Blatter, il est lui aussi soupçonné d'actes criminels. L'experte en information Aude Malouangou nous en dit plus sur le sujet et sur les réactions de la FIFA suite à l'incident. Félix-Antoine, comment la FIFA a-t-elle réagi à ce nouveau scandale? Eh bien, l'organisation de la FIFA s'est montrée très vague et évasive lorsque le sujet de la crise a été abordé. Le président Blatter conservera notamment son poste malgré l'enquête qui est en cours et qui le vise. Et tout porte à croire qu'un comité d'éthique sera mis sur pied, notamment pour décider du sort des autres cadres impliqués dans le scandale. La FIFA a tenu à rassurer son public pour dénoncer des actes criminels, mais il est peut-être déjà trop tard pour sauver la face. Les dirigeants de l'organisation, ce n'est pas la première fois qu'ils sont impliqués dans des scandales comme ça de fraude et de corruption. C'était notamment le cas en 2010 lorsqu'il a été décidé d'attribuer les Coupes du monde de 2018 et de 2022 à la Russie et au Qatar, respectivement. L'enquête poursuit son cours et le sort de M. Blatter et de ses collègues sont maintenant entre les mains du FBI et des autorités suisses. Merci, Félix-Antoine. Je vous en prie. La ville de Vancouver a connu des émeutes sans précédent à la suite de la défaite des Canucks de Vancouver face aux Bruins de Boston dans le 7e match de la Coupe Stanley. Plus de 150 personnes ont été blessées. Un reportage de William Black. La fête était au rendez-vous dans les rues de Vancouver, mais pas pour les bonnes raisons. Après la défaite des Canucks dans le dernier et ultime match de la Coupe Stanley, plus de 100 000 personnes étaient présentes dans les rues. Et certains en ont profité pour s'aimer la pagaille. La situation est rapidement devenue hors de contrôle et la chef du service de police a admis que ses troupes auraient pu être mieux préparées pour faire face à un tel scénario. On avait bien préparé les policiers pour contrôler les foules. Par contre, les actions qu'ont posées les partisans ou les gens qui étaient dehors, on aurait peut-être dû se préparer davantage avec l'équipement de contrôle de meurtre. Au total, c'est une quinzaine de véhicules qui ont brûlé, 25 magasins qui ont subi des dommages, 101 personnes ont commis des actes criminels et plus de 150 personnes ont été blessées durant les événements. Après avoir accueilli les Olympiques et la finale de la médaille d'or opposant le Canada aux États-Unis un an auparavant, les autorités croyaient avoir le bon modèle d'affaires en cas de débordement au centre-ville. On a eu plus de gens qui se sont présentés à la finale de la Coupe Stanley qu'au match de la médaille d'or de l'équipe Canada contre l'équipe des États-Unis en 2010 l'an passé. Alors, c'est vraiment pris en contexte. On était un peu surpris du nombre de personnes. Par contre, le maire a aussi affirmé que la majorité des citoyens se sont comportés de manière exemplaire et que pour ceux qui ont agi de manière criminelle,
Ces actions ne resteront pas sans conséquences. C'est pas représentatif des citoyens de Vancouver. Ce sont des gens qui ont porté des actions criminelles et des gens qui vont être punis pour leurs actions. C'est des hors-la-loi et des personnes qui sont délinquantes et ça crée une mentalité. Il est difficile de se préparer à une éventuelle situation, puisque si on prend l'exemple de la ville de Toronto, elle n'a pas connu de finale de la Coupe Stanley depuis 1967. William Black pour le Collège de la Cité, à Vancouver. Ça fait déjà 3 jours que le vol AF447 de la compagnie Air France s'est écrasé au large du Brésil. Notre journaliste Samuel Gagné-Savoie est sur place. Alors Samuel, avons-nous des nouvelles de l'emplacement de l'écrasement? Alors, Aminata, on n'a pas vraiment de place spécifique où vraiment on sait où l'avion est situé. On sait par exemple qu'elle s'est écrasée à 50 km à côté de la côte du Brésil, dans un périmètre d'environ 20 km de diamètre. On sait aussi qu'on se rappelle que le vol était aussi entre l'aéroport du Brésil à Rio et se rendait en direction de Paris à l'aéroport Charles de Gaulle. Les conditions météorologiques pourraient être en cause aussi de cet écrasement. On parle vraiment d'un écrasement, mais elle s'est écrasée dans l'eau, en fait, l'avion. Alors, ce coin de l'océan est réputé pour avoir de fortes rafales de vent. Il y a des conditions météorologiques vraiment qui ne sont pas bonnes dans ce coin-là aussi. On sait aussi que la France a fait aussi appel aux autorités américaines pour les venir en aide. Les Américains ont déployé aujourd'hui en Floride leur gros porte-avions pour se mettre à côté de la côte du Brésil pour venir en aide aux équipes de missionnaires des Brésiliens et de la France qui sont déjà sur place en ce moment. Aussi, on peut aussi entendre l'expert aéronautique l'aéronautique Lionel Chaka dit que la compagnie fait tout ce qu'il est en leur pouvoir pour aider les familles des prisonniers. Mais avant ça, on peut aussi entendre la présidente Béatrice Ella Ebag qui nous explique que leur flotte d'avions qui sont au Brésil en ce moment ont été arrêtés d'être utilisés en cause des circonstances du moment. Nous avons mis en arrêt tous les avions qui sont présentement sur le tarmac à Rio. Nous sommes présentement aussi en train d'investiguer ces avions s'ils sont en état de causer des nuisances par rapport à la compagnie et aux vies humaines. Le mieux qu'on puisse faire en ce moment, c'est rester présent avec les familles, les accompagner tout au long de cette épreuve en leur donnant le maximum de réponses qu'on puisse leur donner parce que ce qu'ils ont besoin d'avoir en ce moment, c'est des réponses sur ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous nous activons à faire des recherches, à trouver ce qui s'est passé pour leur communiquer un maximum d'informations. C'est vraiment triste pour les familles. Est-ce que la compagnie s'attend au pire? En fait, la compagnie reste optimiste pour le moment. Ils ont dit qu'ils restaient optimistes, qu'ils ne voulaient pas s'attendre au pire, ne voulaient pas avoir... Mais par exemple, ça fait 3 jours que vous savez que cet avion-là est écrasé au milieu de l'océan. Alors, on n'a aucune nouvelle de ces passagers-là. On n'a aucune idée où ils sont en ce moment. Il aurait pu dériver peut-être vers le large, on ne sait pas. On n'a aucune nouvelle, on n'a rien trouvé. Les équipes de sauvetage n'ont rien trouvé. Par contre, elles ont pris les précautions, les compagnies ont pris les précautions pour, comme si c'était vraiment une catastrophe. Ils sont là pour les familles, ils leur viennent en aide, ils les appellent à chaque jour et ils ont des conversations avec eux parce qu'ils ont beaucoup de questions. C'est sûr que les familles doivent capoter en ce moment. Ils sont vraiment pas ils n'aiment pas ça. Là, alors, et les ingénieurs aussi de Air France ont pris les précautions nécessaires pour arrêter carrément la flotte des Airbus qui sont utilisés parce que ça fait juste 3 ans que, comme l'avion qui a écrasé, que ça fait juste 3 ans que ces Airbus-là sont utilisés, sont nouveaux, ils viennent juste de sortir, là, ça fait juste 3 ans. Puis il n'y avait jamais eu de problème dans le passé avec ça. Alors, pour l'instant, ils ont été arrêtés d'être utilisés, ça fait 3 jours, pour pas avoir d'amples problèmes avec ces avions-là. Merci, Samuel. Merci, Aminata. Scandale au sein de la FIFA. 7 responsables de l'organisation sont soupçonnés de corruption. Ils ont été arrêtés aujourd'hui à Zurich à la demande de la justice américaine alors qu'ils assistaient au 65e congrès de la FIFA. Marika Bellavance nous en parle. Alors, Marika, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Aminata, donc ce matin, les membres de la FIFA ont tenu un point de presse justement pour mettre de la lumière sur les événements. Par contre, le porte-parole de la FIFA n'a pas voulu confirmer les accusations qui ont été portées sur les dirigeants, notamment les accusations de racket, de fraude et de blanchiment d'argent, mais ils ont assuré qu'une enquête était présentement en cours à l'interne, à l'externe.
Parmi les dirigeants visés, on compte Jeffrey Webb, Eugenio Figueiredo et Jack Warner. Évidemment, le président de la FIFA, Sepp Blatter, est également dans l'eau chaude. En fait, on les accuse d'avoir frauduleusement accepté des dizaines de millions de dollars en 1990 et d'avoir obtenu des pots de vin dans le processus d'attribution des Coupes du Monde en 1998 et en 2010. Il faut comprendre que la Coupe du Monde, c'est un événement d'envergure et que c'est regardé partout autour du globe. Donc, les pays se battent un peu en quelque sorte pour accueillir la Coupe du Monde chez eux, parce qu'il y aura des retombées économiques évidemment énormes et que cela pourra aussi renforcer leur notoriété. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de suspension et de mise à pied pendant les enquêtes. La FIFA n'a pas arrêté ses activités. Et à ce propos, je vous fais entendre l'experte en information, Mme Aude Flora Malouagou, qui se dit consternée par les événements. Mais d'abord, le porte-parole de la FIFA, M. Christophe Kaniki, qui nous explique qu'ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions pour l'instant. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, les enquêtes sont en cours. On ne peut pas suspendre qui que ce soit. C'est immoral, c'est des malversations. Ça blesse plusieurs personnes, ça blesse nos partenaires, ça blesse les footballeurs et ça nous blesse également nous-mêmes au sein de la FIFA. Fait qu'il y a un ménage qui va se faire. Effectivement, c'est une période très difficile pour la FIFA. Marika, est-ce qu'on a une idée de ce qui s'en vient? Évidemment, il va falloir attendre les résultats de l'enquête pour en savoir davantage. Mais on savait qu'il y allait avoir une élection pour un nouveau président de la FIFA ce vendredi, mais ce sera retardé. D'ailleurs, on s'attendait à ce que Sepp Blatter soit élu pour un 5e mandat au sein de la FIFA, mais les résultats pourraient changer, évidemment, considérant les accusations qui ont été portées aujourd'hui. Merci, Marika. Je vous en prie. Voilà, c'était le bulletin de nouvelles du Collège de la Cité à Ottawa. Merci d'avoir été là et à demain.